Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Comme notre précédent invité, l'invité de cet épisode a à cœur de transmettre. Après des débuts en tant que joueur à Choisy-le-Roi, il a tout de suite voulu se tourner vers l'entraînement. Afin de progresser, il s'est mis en position d'observateur pour apprendre et se former, et pour cela, il a commencé sa carrière à Nice après l'obtention de son Bézane, et s'est formé en Serbie pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il est à la tête des Bleus et s'envole pour Singapour pour les championnats du monde. Juste avant de partir, il est venu s'asseoir à notre micro. Il nous raconte son parcours, son expérience et les objectifs d'une équipe de France féminine rajeunie. Allez, c'est parti. Dans ce nouvel épisode, encore un invité et pas des moindres puisque nous accueillons l'entraîneur de l'équipe de France féminine qualifiée pour les championnats du monde à Singapour qui débute le 11 juillet. Lucas, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour à tous. Alors, je suis Lucas Heurtier, 41 ans. J'ai commencé le water-polo à 11 ans à Choisy-le-Roi, où j'ai joué 2 ans. Où j'ai découvert le water-polo un peu par hasard. J'avais envie de changer de sport et j'avais un voisin qui venait du water-polo. En catégorie Benjamin, j'avais comme premier entraîneur Serge Hernandez. Je me rappelle vraiment de super souvenirs. Et je me suis rendu compte en arrivant à Nice plus tard dans mon historique que j'ai joué avec Raphaël Pira, qui a 3 ans de moins et qui était surclassé. Et on s'en est rendu compte 10 ans plus tard, tous les deux. À 13 ans, avec mes parents, ils ont déménagé pour choix personnel de quitter la banlieue parisienne. Donc on est arrivé à Grenoble. J'ai continué le water-polo à Pont-de-Claix. Et là, j'ai pris beaucoup plus de goût encore au water-polo. J'ai été entraîné par Christophe Favry, puis Samana Lirezaï. Et en fait, ces deux personnes-là m'ont donné le goût de l'entraînement. Parce que très vite, à 16-17 ans, malgré le lycée, les emplois du temps chargés, j'ai commencé à vouloir venir plus tôt à l'entraînement pour donner un coup de main aux entraîneurs sur toutes les catégories. Et jusqu'à passer mon BNSSA, puis mon Bézane. Donc voilà, j'étais un joueur moyen de National 2. J'étais pas du tout un bon joueur. J'ai fait une sélection régionale U13 avec Christophe Favry. Rien de fou. Mais toujours passionné, toujours envie de transmettre, toujours envie d'apprendre plus dans l'entraînement et de rencontrer des nouvelles personnes. Donc voilà mon parcours. 2006, j'ai passé mon Bézane à 21 ans. J'ai pas appris grand-chose malgré mon niveau moyen de N2 et j'étais assez surpris de pas apprendre beaucoup de choses en tant que joueur moyen. Donc j'ai décidé de rejoindre l'Olympique Nice Natation où j'ai proposé mes services de Bézane à Richard Papazian qui m'a accueilli et tout le club m'a accueilli vraiment chaleureusement. Ils m'ont permis de devenir entraîneur adjoint de toutes les catégories. Donc, j'ai été adjoint de Élie Caro sur les U11, Vincent Denardi sur les U13, U15, Julius Izdinski sur la N1 et les U17. Et à l'époque, il y avait Marc Vidil qui entraînait l'élite garçon. Donc, j'ai vraiment appris auprès de tout le monde. J'ai découvert un autre monde. Il y avait Robert Noret qui entraînait les filles. Donc, j'ai découvert un club pour moi qui était une autre planète par rapport à mon petit club de Pont-de-Claix, qui était un club chaleureux, familial, mais qui avait ses limites. Et j'ai découvert un autre monde et ça m'a donné encore plus la soif d'apprendre et de progresser en tant qu'entraîneur. Les entraîneurs avaient tous un petit peu leur particularité, de leur manière de faire et ça m'a beaucoup inspiré. Essayer de trouver ma place et d'essayer de pas faire du copier-coller et ça a été un petit peu le sens que j'ai essayé de faire tout au long de ma carrière quand j'ai appris de pas faire du copier-coller. En 2013, Marc Amardale a été nommé entraîneur de l'équipe de France U17 pour la première fois avec la génération 96-97 et il m'a appelé pour me proposer de devenir son adjoint. On s'était croisés sur une sélection, sur une coupe de France des régions à Cambrai avec les U13 et on avait sympathisé. Il avait bien aimé la manière dont je gérais les petits et du coup, il m'a proposé d'être son adjoint et on a fait cette campagne d'été et depuis, j'ai pas arrêté d'aider les équipes de France et d'apprendre auprès des entraîneurs. J'ai été adjoint de Florian Brozo, j'ai été adjoint de Samuel Nardon. On m'a confié la génération U17 2000-2001 pendant 3 ans. Donc il y avait Romain Marion, Alexandre Bouet, il y avait Léo Vix, il y avait d'autres joueurs et Thomas Vernou qui avait fait figure à l'époque d'extraterrestre déjà
quand il a découvert le niveau international, ou j'aurais plutôt dit c'est le niveau international qu'il l'a découvert, parce que on est arrivé au championnat d'Europe U17 à Malte et toutes les équipes, tous les coachs, tous les arbitres sont venus me voir en me disant: «Mais c'est qui celui-là et d'où il sort?» Personne ne le connaissait, à part les quelques équipes qui avaient pu jouer en stage contre Marseille jeunes. Mais tout le monde était impressionné par Thomas. Donc il y avait un bon groupe autour de lui et moi, je pense qu'on a eu des bons souvenirs. On avait plutôt fait des résultats corrects. On avait terminé 9e à l'époque. Avec les moyens qu'on avait eus, on avait estimé que c'était plutôt correct. Et puis, de par là, je suis devenu entraîneur de Nice pendant 4 ans sur les jeunes catégories U11, U13. Et ensuite, j'ai pu rencontrer un joueur serbe qui est venu à Nice pour faire ses études. Il avait un niveau pour le championnat de France qui était très intéressant. Marc Vidil lui avait dit: «Bah écoute, tu vas pas faire que venir aux entraînements, tu vas faire aussi jouer les matchs, puisque vu le niveau que tu as, ça va être intéressant». On a sympathisé, je l'ai aidé à s'installer en France, je l'ai dépanné sur plusieurs choses, je lui ai prêté ma voiture quand il y avait sa famille qui venait. Et au final, à la fin de l'année, je lui ai demandé s'il connaissait pas un club où je pouvais apprendre en Serbie. Et il a tout fait pour m'accueillir en Serbie, à Novi Sad, Vojvodina, qui était à l'époque un des meilleurs clubs de formation en Serbie et peut-être même en Europe. Ça s'est dégradé depuis, mais j'ai beaucoup appris en allant là-bas. J'ai découvert une autre culture, une autre manière de voir le sport. J'ai toujours été passionné par tous les sports, mais arrivé là-bas, j'ai pris une claque de voir tout le monde qui parlait tout le temps de sport, de basket, de hand, de foot, de water polo. Et du coup, j'ai vraiment aimé cet état d'esprit-là. Et j'ai décidé d'aller une semaine par an à Novi Sad pour apprendre, voir différents coachs, passer du temps à chaque fois avec ma petite caméra, mon petit carnet, à noter tous les entraînements, à regarder ce qui se passait. Et puis, j'ai décidé un jour d'y aller pleinement une saison entière. Je vais pas vous cacher, c'est la petite anecdote un petit peu, c'est qu'à chaque fois que j'y allais une semaine, l'entraîneur de l'équipe 1 de Novi Sad, c'était Dejan Stanojević, entraîneur adjoint de l'équipe nationale serbe qui était adjoint de Udovicic à l'époque. Et le responsable de la formation, c'était Kole. C'est une légende en Serbie. Et c'est une légende parce qu'il a formé 15 ans, 20 ans des grands, grands joueurs de water polo serbe. Mais par contre, c'est aussi une légende parce qu'il dit beaucoup de conneries dans la manière de parler aux enfants. Il dépasse les limites. En France, il n'aurait pas fait un mois, vu comme il parle aux enfants. Mais il avait vraiment la technique, la tactique, la manière dont il apprenait aux enfants, c'était assez incroyable. Et une semaine avant d'arriver à Novi Sad pour passer l'année, j'appelle mon ami et je lui demande c'est bon, tout le monde est OK pour que je vienne un an? Les coachs, ils sont OK? Et il me dit non, mais ils sont partis il y a 3 mois. Il y en a un qui est devenu coach de la Roumanie et l'autre qui est parti à Kragujevac. Donc je me suis retrouvé adjoint à apprendre avec des coachs qui débutaient en Serbie. Et c'était pas du tout le même potentiel. J'ai quand même énormément appris, mais c'était une autre dimension avec les coachs précédents, donc j'ai été un petit peu déçu sur ça. Donc voilà, j'ai toujours eu après la soif d'apprendre. J'ai découvert aussi depuis quelques années qu'on peut aussi énormément apprendre en allant voir d'autres sports. Et je pense que la clé de notre développement, elle peut aussi être là, surtout au niveau français où on a une densité dans d'autres sports comme le foot, le basket ou le handball. Il y a beaucoup d'exercices qui se font chez les petits qui sont adaptables au water polo et qui sont très riches. Donc la méthodologie également. Donc il y a plein de choses qui m'intéressent et j'ai entraîné l'équipe de France junior avec aussi Romain Harissard. Une grosse pensée pour lui et sa famille et le club de Douai. J'ai passé vraiment des bons moments avec lui. 2017, j'ai été entraîneur adjoint de l'équipe de France A avec Hervé Herstak. Une expérience un petit peu difficile dans le sens où j'ai été un peu projeté entraîneur adjoint d'une équipe que je regardais avec des étoiles dans les yeux et puis où j'ai pas forcément eu la communication que je voulais avec le coach croate. C'était pas évident. Je pense pas que tout le monde en a eu un bon souvenir de cette période. 2022, j'ai été entraîneur adjoint de l'équipe de France dames avec Emilien Bugeaud, où je commençais à entraîner les filles de Mulhouse en élite, où j'étais lié au projet avec Ludovic Bavière, qui m'a beaucoup donné de chance pour avancer. Et puis là, suite aux JO et puis aux péripéties qu'il y a pu y avoir en équipe de France dames, on m'a proposé ce projet de reprendre l'équipe de France dames cet été.
Donc, j'étais en tant que grand passionné supporter des équipes de France et avec l'envie de toujours aider, d'apporter mon aide et de mon expérience, j'ai accepté. C'était pas facile, mais on savait qu'il y aurait des conditions difficiles, surtout au niveau humain, où les filles, elles venaient de vivre un an très difficile. Donc, mon objectif, c'était de reconstruire l'équipe et d'aider à créer une bonne vibe au niveau de la mentalité, de l'approche et que les filles reprennent du plaisir à se battre pour jouer en équipe de France. Voilà à peu près le parcours. Un parcours très riche, en tant que tu as beaucoup d'expériences multiples au sein des équipes de France. Effectivement, on l'abordera probablement un peu plus tard, mais effectivement, le projet mulhousien avec Ludovic Bavière qu'on avait reçu à notre micro, qui nous avait un petit peu expliqué ce qui s'était passé. Donc là, peut-être commencer, alors peut-être un peu à rebours quelque part, mais donc il y a l'actualité. Donc là, c'est un départ prévu donc pour les championnats du monde à Singapour. On sait que vous êtes dans le groupe avec la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Afrique du Sud. C'est quoi le message déjà que tu as fait passer auprès des équipes enfin auprès des jeunes filles, puisque l'équipe a été beaucoup rajeunie aussi, tu l'as dit, pour aborder cette compétition? Quels sont les objectifs et quels objectifs on t'a fixé à toi? Puisque, quand on a commencé un petit peu à échanger, pour venir à notre micro, c'était plutôt par intérim. Il y avait beaucoup d'incertitudes autour de ton poste. Qu'en est-il actuellement? Alors, moi, mon premier message, je l'avais senti avant qu'on me demande de le faire. Mon premier message, c'était que, on retrouve des filles qui retrouvent de l'allant à s'entraîner ensemble, à se battre pour l'équipe de France et prendre du plaisir à venir en équipe de France. C'était l'objectif numéro un, c'est créer une cohésion et voir des filles qui prennent du plaisir à s'entraîner et à se donner et à se surpasser. J'avais je dis pas que c'était pas le cas auparavant, mais je voyais beaucoup de tension et de visages fermés, sur, les entraînements et sur les matchs. Donc voilà, j'avais envie d'approcher, différemment, les entraînements. L'objectif numéro 2 pour moi, c'était au niveau sportif, d'essayer d'aller chercher, une 8e place mondiale. Le chemin est difficile, mais plus difficile qu'avant, mais pour moi, il est encore atteignable. Donc on connaît dans notre pool, la qualité de l'Espagne, ça c'est indéniable, il y aura pas de surprise. L'Afrique du Sud, il faut qu'on s'en méfie, mais c'est un objectif beaucoup plus abordable et le match déterminant, ce sera le premier match du championnat du monde, le 11 juillet, contre la Grande-Bretagne. L'objectif, ce sera de gagner pour sortir de la 2e place et s'offrir un croisement, plus jouable, puisqu'on va croiser avec, la poule, Hongrie, Grèce, Croatie et Japon. Donc, une 3e place nous ferait croiser contre la Hongrie ou la Grèce et une 2e place nous ferait croiser contre le Japon ou la Croatie. Et en cas de victoire, évidemment, on rentrera dans un top 8 mondial. Donc en gros, on a 2 matchs difficiles, où on va essayer de gagner pour l'emporter. Maintenant, on essaie d'apprendre aux filles à relativiser et à essayer le plus important de recréer un groupe et une cohésion et d'aller de l'avant. Si on n'atteint pas cet objectif, ce sera pas un échec pour moi parce que c'est une nouvelle ère, une nouvelle équipe. Quand on repart avec 7 joueuses en moins par rapport aux JO, c'est complètement une nouvelle page. Même s'il y a des filles qui sont très compétitives et qui ont connu, ce haut niveau-là et qui ont envie d'y regoûter. Il y a une petite frustration qu'il a fallu gérer et je pense que c'est fait. Maintenant, voilà, il va falloir qu'on adapte, tous ces principes-là. La fédération m'a donné simplement pour mission de faire le meilleur résultat possible, mais surtout de recréer, une cohésion dans l'équipe. Ils ont conscience qu'il y avait des tensions et qu'il y avait un mal-être, dans l'équipe. Donc c'était surtout l'objectif numéro un, comme moi j'avais décidé d'aborder les choses. Quel est ton principal interlocuteur au sein de la fédération? Qui t'a nommé? Puisque là, il y avait eu un doute ou on va dire, il y a un DTN qui est nommé aussi par intérim, en tout cas de ce qui est annoncé. Comment ça se passe, cette relation? Le premier qui m'a appelé, c'est Julien Issoulier, qui m'a contacté en me disant que Lorraine Doranty, ne poursuivait pas, la campagne avec les A après la World Cup. Il m'a demandé si j'acceptais de dépanner la fédé, en attendant le nouveau DTN qui serait élu au 1er mai et il m'a demandé, simplement de faire ça pour cet été, en ayant des perspectives de pouvoir continuer après.
Donc j'ai pu échanger avec, surtout avec Julien Issoulier, un petit peu avec Florian Brouzot et avec Rémi Uduotois, le responsable de la haute performance. C'est avec eux que j'ai pu, construire des choses et avancer un petit peu sur les projets et qui ont répondu à mes questions, donc voilà. Depuis maintenant, bah, vous le savez, il y a eu un couac encore sur, la DTN. On a Denis Hauguin qui est un DTN par intérim et qui a pour prix, au pied levé, par la demande de la fédé, la suite de la gestion, donc voilà. Donc en gros, si on Christophe voulait faire un compte à rebours, on va le faire. Laurentos, Théo Laurentos, il est, remercié, quand à peu près? En novembre? Octobre-novembre? J'ai pas ce timing-là, je sais pas du tout. OK, et toi, donc toi, tu es contacté et on te dit: «Écoute, il faut que», comme tu dis, que tu dépannes et jusqu'à la nomination du nouveau DTN, puisque c'est les DTN, enfin, je dis, corrige-moi si je me trompe, mais qui nomment les entraîneurs des équipes nationales. Donc au début, on te donne mission de quoi? De 6 mois. Jusque-là, tu pas encore jusqu'au championnat du monde. Donc on te donne une mission de 6 mois et puis, parce que je pense que Julien Issoulier pensait que Florian Brouzot allait être nommé DTN et que ça allait passer, crème comme ça, et puis finalement, bah, ça passe pas comme ça et pas de Florian Brouzot comme DTN et donc toi, bah, l'intérim se prolonge et tu vas jusqu'au monde. Est-ce que depuis ce petit changement-là, on t'a proposé quelque chose après les mondes ou, ça s'arrête au monde ou c'est quoi ton statut après? Ou est-ce que ça dépend du résultat que vous aurez là-bas? Alors moi le discours, il a été plus clair que ça, de la part de Julien Issoulier. Il m'a dit que le DTN serait nommé au 1er mai. Le championnat du Mmh. monde étant, le 11 juillet, il fallait commencer la prépa début juin. Donc pour pas mettre le futur DTN, dans la panade à trouver un sélectionneur au dernier moment, Julien a voulu lui redonner un dossier, prêt et clos en lui disant, «Lucas Hurtier est prêt à reprendre», tout simplement. Et donc ils m'ont proposé un contrat tout simplement de 2 mois pour l'instant, qui allait du 1er juin au 31 juillet. Le début de la prépa jusqu'à la fin des championnats du monde. Voilà. Donc pour l'instant, on en est là et après on va, discuter, sûrement très certainement, à Singapour puisque, il y aura tout le monde qui sera là pour, suivre les équipes de France, et différentes disciplines et c'est là que je vais sûrement, discuter avec tout le monde pour savoir ce qu'il en est. Et la constitution du staff, puisque bon, tu es l'entraîneur principal de cette équipe féminine, je crois que tu es accompagné par Thibaut Simon. Est-ce qui est toi qui l'as choisi? Et quelles sont les autres personnes qui accompagnent l'équipe de France? Thibaut m'a été proposé, mais c'est le premier nom qui m'est venu en tête parce qu'il connaissait toutes les filles, il travaillait à l'INSEP et on s'entend très bien. On s'appelait régulièrement et on est assez complémentaires tous les 2. Donc j'apprécie vraiment, comme personne et comme coach. Donc quand on m'a dit, «Thibaut Simon peut être ton adjoint, qu'est-ce que tu en penses?» Bah, j'ai dit «Oui» tout de suite. Une fois que ma nomination a été faite, ils l'ont appelé, ils lui ont proposé de devenir mon adjoint et il a dit «Oui» tout de suite. Donc ça a coulé assez facilement sur ça. Et tu as parlé tout à l'heure parce qu'on a effectivement, il y a 7 filles, 7 filles, il reste que 5 filles de Paris 2024. Le fait qu'il y ait un changement de staff, a pas, parce qu'il y a des jeunes qui sont pas là, il y a la petite Juliette, Dalluin, tout ça, tu pas réussi à agglomérer ces filles-là. On a Maya Raikro qui était dans la cage qui y est plus, qui était une joueuse quand même super importante. Parce qu'on parle de nous, on a entendu plein de choses au niveau de ce qui s'était passé, les jeux, les filles, mais bon, il y a à boire et à manger, il faut faire le tri et on peut pas faire le tri parce qu'on n'était pas sur place. Toi, quand tu dis que ta mission première, c'était de redonner du plaisir aux filles, ça avait à ce point disparu? C'était à ce point, les jeux sont restés à ce point, une espèce d'épreuve que Il y a les filles ont super mal vécu? il y a eu une petite traînée de poudre, dans le fait que Théodoros soit parti avec, des filles qui étaient pour, des filles qui étaient contre. Et puis, l'usure et la fatigue, quand on passe beaucoup de temps ensemble dans des conditions, qui peuvent être un peu tendues, bah, à la fin, humainement, les filles, elles étaient un peu tendues aussi entre elles. Là, mon objectif, c'était, d'expliquer mon projet à chacune et j'ai eu toutes les filles au téléphone et je leur ai expliqué comment je voulais fonctionner. La plupart m'ont toutes dit, enfin, la plupart, toutes m'ont dit qu'elles adhéraient à ce que je disais, mais pas contre moi, sur le fait que les tensions et les charges, physiques et mentales qu'elles ont pu avoir sur les 2 dernières années, plus là, enchaînées avec leur saison de club qu'elles venaient d'avoir, ça a été difficile. Par exemple, pour Maya, passer tout d'un coup d'un statut de joueuse de numéro 1 à Lille où elle a passé, 7 ou 8 ans
gardienne des JO, et puis tout d'un coup, elle se lance dans un nouveau projet encore plus élevé, l'Olympiakos. Pour elle, c'était dur. Orchi, c'est la même chose. Revenir à Ferencváros, c'était très difficile pour elle. Aurélie Battu, elle a passé une saison aussi à Mataró assez élevée. Donc, au final, je comprends tout à fait. J'ai entendu leurs problèmes. J'ai expliqué aussi que l'équipe de France avait des attentes aussi pour tourner la page. Mais malgré ça, pour elles, c'était lourd de devoir revenir encore une fois, et elles avaient besoin d'une coupure. Et est-ce qu'on peut revenir, enfin Christophe, sur la situation de Mulhouse? Donc toi, tu as été, entraîneur en chef des filles pendant combien de temps? 2 saisons? 2 saisons, ouais. Ouais. On a eu monsieur Bavière comme invité qui nous a expliqué un petit peu la fin de l'aventure, alors que Mulhouse, c'était la seule équipe qu'on voyait. Il y a eu Nice un peu à un moment donné, mais, la seule équipe qu'on voyait concurrencer l'hégémonie de Lille. Comment tu as vécu cette fin de, parce que là, on parle d'une disparition, totale. Donc, toi, tu étais quand même au cœur du projet. Comment tu as appréhendé ça? Bah, là, premièrement, ça fait partie de la vie du sport aussi, mais j'ai été très déçu qu'on me retire l'équipe filles de Mulhouse après 2 saisons, où Ludovic Bavière a pensé vouloir passer un palier en faisant venir Maxime Kordanski, avec qui il y a eu aussi des hauts et des bas. J'ai été là au maximum pour aider Maxime et les filles, et aider même tout le club sur plein de points. À accueillir la Ligue des Champions, être entraîneur adjoint, un peu team manager dès qu'il y avait des déplacements à faire, pour gérer tous les à côté de Maxime, pour qu'il soit vraiment concentré sur le sportif. À la fin de la saison, Maxime n'a pas fait la finale retour. Il a été remercié après la finale aller, perdue largement à Mulhouse. Je ne me rappelle plus du score exact. Donc j'ai, au pied levé, encore une fois, dépanné et pris l'équipe fille de Mulhouse pour la finale retour à Lille. J'ai pu entraîner aussi en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions à Limos, quand on gagne 6-1 en première période, et qu'on l'emporte 14-12 à la fin à Limos. C'était moi le coach, parce que Maxime avait eu un problème personnel, il n'avait pas pu venir. Donc j'étais impliqué, j'étais tout le temps là à essayer de tout faire pour que ça avance, que je sois numéro 1 ou pas. Et puis Ludovic m'a finalement reconfié l'équipe fille. Et là, on a commencé à prendre contact avec les filles, et une par une, elles nous disaient que c'était pour elles pas possible de retourner dans un club français, vu les consignes qu'on leur donnait. Ça a été difficile. On a trouvé des joueuses étrangères pour construire l'équipe, mais on avait besoin et on tenait absolument à ce qu'on ait 5-6 joueuses françaises. Et là, ça a été très très difficile. Je L'année des JO. Donc voilà. Qu'est-ce que tu entends par vu les consignes qu'on leur donnait? J'ai pas compris. Il, Non, 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 sérieusement. il semblerait, c'est au conditionnel, qu'elles aient eu la consigne que pour aller en équipe de France, pour jouer les JO et pour la suite, elles devaient jouer à l'INSEP ou aller à l'étranger. Oui, oui, ça je m'en rappelle. Voilà. Donc à partir de là, les filles, elles m'ont dit, bah, votre projet, il peut être bien, mais même on peut essayer de l'améliorer ensemble, mais pour moi, je veux jouer en équipe de France, donc non merci. Bah, ça a été un peu le cas aussi chez les garçons, hein. Les garçons, il y avait cette contrainte de jouer dans le top 4. En fait, le problème qu'il y a, c'est que ces JO, donc à vouloir faire un club, un top 4, on a presque fini par arriver à avoir que plus de que 4 équipes qui participent. Ils ont voulu faire un championnat à 4, et puis, bah, finalement, on s'est retrouvé dans un championnat à 8, l'année dernière, quand même un peu bancal. Et puis chez les filles, tu te retrouves quand même avec le club numéro 2 qui disparaît. Je trouve que ça a été géré quand même, l'après JO est très, très douloureux quand même, quoi. Oui, c'est sûr. On a beaucoup de peine à essayer de développer surtout le water polo féminin. Et là, avec Ludovic Bavière, on avait réussi à relancer un projet plutôt intéressant à mon sens. On commençait à parler en Europe d'un nouveau club qui arrivait. Quand j'ai pu accompagner l'équipe à Alimos, le président d'Alimos était aussi impressionné par notre développement rapide, et le fait qu'on ait tout de suite des résultats. Et il pensait vraiment, à juste titre, à mon sens, que Mulhouse et Alimos pouvaient être à l'avenir les deux clubs qui avaient eu la plus rapide ascension. Malheureusement pour nous, ça s'est arrêté tout de suite, et vraiment beaucoup de regrets de ne pas avoir pu garder un club féminin de plus dans le top 3 français, dans le top 4 français. Donc là, à l'issue de la disparition du club des filles, on t'a confié la N1, masculine, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. Avec
pour objectif peut-être un peu trop ambitieux de monter en élite garçon. Sur le papier, on avait une équipe assez compétitive, mais j'ai bien alerté tout le monde, joueurs et dirigeants, qu'il fallait quand même se méfier qu'en N1, il y avait quand même des clients. À savoir que Douai, Bordeaux et Livry restaient tout de même des équipes très compétitives qui s'entraînaient sérieusement et qui avaient aussi des ambitions pour la N1, voire les montées en élite. Que Arnes restait une équipe difficile. Et voilà, avec tout le respect que j'avais pour les autres équipes, j'ai bien alerté tout le monde qu'il fallait d'abord s'entraîner dur avant d'espérer et voir en fin de saison si on peut monter en élite ou pas. Plus l'émergence de Monaco. C'est ça, exactement, qui a fait une saison incroyable. On s'attendait à ce que Monaco ait un très bon niveau en N1. J'ai été surpris par leur niveau et je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient immédiatement dans le top 3. Je les voyais terminer dans le top 6 facilement, mais dans le top 3, ils ont fait une super saison, donc bravo à eux. Donc je vais rester sur le polo féminin, puisque on va dire, tu t'occupes là du polo féminin et tu t'en es occupé à Mulhouse. La disparition la disparition, c'est pas une disparition, mais en tout cas un changement de projet à l'INSEP, où le projet qui était autour des filles, entraîné par Thibaut Simon, disparaît, pour un nouveau projet autour des garçons dont on ne connaît pas encore l'entraîneur. Quel est ton avis là-dessus? Bah, je pense que c'est regrettable pour le water-polo féminin. Maintenant, il va falloir à mon sens, le centre national de relève pour les garçons est nécessaire. Mais de là à ce qu'il y ait plus de pôle pour les filles, je trouve ça dommageable. Et j'espère qu'il y a des clubs qui vont s'organiser pour essayer de prendre le relais et se soutenir et essayer de travailler encore plus fort que ce qu'ils font pour garder le niveau des équipes de France assez élevé après les JO. Si on te propose le poste d'entraîneur de cet INSEP, est-ce que tu es un candidat ou pas? Bien sûr, c'est quelque chose qui est très intéressant. Moi, je suis prêt à aider tout le monde et essayer d'apporter mon expérience. Si on estime que j'ai le niveau, je serai prêt à m'engager, mais qui ne rêverait pas d'entraîner à l'INSEP dans des conditions pareilles? Je ne sais pas si on peut avoir d'aussi bonnes conditions ailleurs. Donc oui, effectivement, c'est un poste qui est très intéressant. Moi, pour l'instant, je suis entraîneur de l'équipe de France filles. Je ne sais pas encore ce qui va être organisé pour la suite. Et puis, on verra bien très certainement à Singapour dans les discussions ce qui va être avancé. Mais tu restes quand même l'entraîneur de la N1 masculine à Mulhouse pour l'an prochain. Non, j'ai quitté mon poste, j'ai quitté le club il y a 3 mois pour des raisons un petit peu personnelles. Il y a des choses qui étaient difficiles. Donc, j'ai quitté mon poste au club de Mulhouse depuis fin avril, début mi-avril. Et c'est Nicolas Giuseppi qui, au pied levé, a repris l'équipe de Mulhouse et qui a fait un très bon travail en finissant la saison et en emmenant l'équipe jusqu'à la 4e place. Des échos que j'ai pu avoir, ça s'est plutôt bien passé. Donc, c'est lui qui va reprendre et qui prend beaucoup de plaisir à continuer sur la N1, qui lance sa carrière de coach. Donc toi, en tout cas, tu es libre au niveau de... Tu n'as aucun engagement avec un club pour l'année prochaine. Donc tu serais libre pour reprendre l'INSEP garçon, comme vient de l'évoquer Christophe. Effectivement, oui. Pour l'instant, j'ai pas de club. J'ai regardé les opportunités que je pouvais avoir dans d'autres clubs. J'ai pas forcément eu de retour favorable, même pas du tout. Mais j'ai pas eu de retour favorable dans le sens où tous les clubs ont déjà leurs effectifs, leur budget, leur coach. Ce que je comprends tout à fait. Il y a des moments où il y a des coachs qui cherchent tous les ans et puis il y a des saisons où c'est plus difficile. Donc voilà, je visais plutôt des clubs d'élite, chercher un poste pour entraîner les jeunes dans un club d'élite, pour être dans un projet où il y a du haut niveau. C'est surtout ça qui m'intéressait, chez les filles comme chez les garçons. Mais écoute, si ce podcast-là peut servir j'allais dire, d'aide ou d'appel à candidature ou de quoi que ce soit, profitons-en. Mais c'est vrai que vu que tu es dans l'encadrement fédéral maintenant et vu que il y a visiblement pas de personne qui a été nommée pour prendre l'INSEP garçon, ce que je trouve ça d'ailleurs en aparté un peu bizarre parce que nous, on a participé à la visio du 16 juin où on nous demandait une réponse pour les gamins le 20, donc 4 jours après, sans savoir l'encadrement. Donc,
qui allait entraîner, comment, pourquoi, etc. Donc, on n'avait pas de modalité. Et donc, maintenant, on est quoi, le 6 juillet, le poste est vacant alors qu'on a des gens qui candidatent. Donc, ouais, c'est un petit peu étrange En tout cas, j'espère que ça se solutionnera pour toi et que la Fédé va finir par trouver quand même quelqu'un pour prendre ce poste à l'INSEP. À mon sens, peu importe qui va entraîner l'INSEP, la Fédé, ils vont pas prendre quelqu'un qui, à mon sens, n'a pas les compétences. Ils vont prendre quelqu'un en qui ils ont confiance et qui va apporter de la stabilité. Donc, c'est surtout adhérer à un projet, en fait, d'aller à l'INSEP. Peu importe les jeunes, peu importe le coach que ça va être. Choisir d'aller à l'INSEP, c'est de choisir de s'entraîner dans les meilleures conditions et avec un niveau scolaire adapté. C'est sûr qu'il y a 1, 2, 3 clubs d'élite qui ont des choses très, très intéressantes à proposer pour faire développer les qualités sportives des joueurs et le scolaire. Mais je pense que peu importe qui entraîne l'INSEP, il y a vraiment un réel intérêt à s'engager. Non, mais alors attends, que l'INSEP soit un outil formidable, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Les bassins, la disponibilité, le double projet scolaire et tout ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, je pense quand même que l'encadrement, je parle pas forcément de la qualité poloistique de l'encadrement, mais l'encadrement est important. Tu t'envoies pas forcément des gamins de 15 ans, 16 ans dans un encadrement. Je ne parle pas de la compétence forcément, mais je sais que si je file mon gamin à un Gilles Madeleine, je vais pas retrouver un gamin détérioré 3 ans après. Si je file mon gamin à d'autres personnes que je nommerai pas, je suis pas sûr de le retrouver pas trop détérioré 3 ans après. Donc oui, à cet âge-là, l'encadrement est super important et la preuve en est, c'est que toi, tu dis que tu as été obligé d'œuvrer et tu es encore obligé d'œuvrer pour que les filles retrouvent la banane, en venant et cetera et cetera. Et là, on parle de filles un peu plus âgées, d'un peu plus adultes. Donc oui, l'encadrement, c'est important quand même dans, la gestion d'un groupe et ça peut créer des dommages quand même qui sont, importants. Je reste attaché aux personnes et pour moi, c'est très important. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Après, je pense qu'il faut faire confiance à la Fédé. Je sais pas, après, peut-être que cette confiance, elle s'est atténuée chez certaines personnes avec le temps. Il y en a qui ont vécu peut-être des déceptions dans les choix de la Fédé. Ça regarde chacun. Lucas, on a eu, au travers de différents, interlocuteurs féminins, donc monsieur Bavière, Laure Gautreau et tout ça, je voulais avoir ton regard là-dessus et si c'est vrai, en fait, l'accord qu'il y aurait entre Lille et les autres équipes du championnat qui stipulerait que, comme Lille n'a pas de formation et a pas suffisamment de jauge française pour s'engager, donc doit faire appel à un bataillon de joueuses étrangères et que, sous l'accord des autres clubs du championnat qui acceptent que Lille, présente une équipe comme ça, à très grande majorité étrangère. Et quel est ton avis là-dessus? Et est-ce que tu penses que c'est compatible avec, un développement du polo, français? Puisque toi maintenant tu es entraîneur de l'équipe nationale. C'est-à-dire plus tu as de joueuses, étrangères c'est mathématique, hein, plus tu as de joueuses étrangères dans un championnat, moins tu as de joueuses françaises et donc tu auras moins de joueuses françaises pour alimenter l'équipe nationale. Donc si tu j'aimerais avoir ton avis, ton info là-dessus, qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, je pense qu'il faudrait en premier lieu poser la question aux dirigeants de Lille. Quand j'ai été entraîneur adjoint de Jonathan Jesquier à Tourcoing, j'ai pris le temps d'aller voir de temps en temps les entraînements de l'élite filles avec Filippo Sakelis, avec qui je m'entendais très bien. Et il me disait regretter ne pas avoir plus de joueuses françaises dans son équipe, que depuis des années, il contactait certaines joueuses qui systématiquement refusaient d'aller à Lille parce qu'elles ne connaissaient pas la vie et qu'elles préféraient rester chez elles. C'est le côté un petit peu problématique chez les joueuses françaises qui, entre guillemets, sont assez casanières et ont du mal à sortir de leur milieu pour aller plus loin. Elles sont prêtes à changer de club, mais il y a des conditions. Contrairement aux garçons qui sont souvent prêts à faire aussi d'efforts par rapport à ça. Je pense que Lille est aussi parfois tributaire, je suis pas sûr de tout ça, mais je pense que Lille est aussi tributaire parfois du fait que certaines joueuses françaises ne peuvent pas venir. Maintenant, oui, ça prend la place de Lucas, certaines joueuses françaises, mais et ça c'est problématique. Mais je trouve que le niveau des étrangères pousse les joueuses françaises aussi à se challenger. Maintenant, il faut trouver la limite. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas la réponse, mais je pense que c'est un discours qu'il faut avoir avec Thierry Landron à Lille, qui à mon avis, j'ai jamais parlé de ça avec lui,
Mais je pense il a certainement des choses à apporter à ce discours-là. Oui, dans la mobilité des joueurs masculins, il y a aussi le fait que, les joueurs, masculins sont peut-être un peu plus accompagnés financièrement. Je connais pas tous les tenants et les aboutissants que les joueuses féminines. Donc, partir à 1000 bornes de chez toi, bon, si tu quasiment rien, c'est un peu un saut dans le vide. Donc, je connais pas le je spécule, hein, je connais pas les conditions à Lille ou quoi que ce soit, mais, moi, ça me paraît bizarre parce qu'en fait, si tu veux, si ça moi, je me penche toujours, que ça soit pour les garçons ou les filles, sur ce qui se fait, ailleurs et ce qui se fait ailleurs dans les pays où ça marche. Et je vois pas de trucs comme ça où il y a chez ton champion de France, chez ton champion national, 10 étrangères sur 13 joueuses avec des scores à 38-2, 38-5, qui ne veulent plus rien dire, hein, en fait, parce qu'il y a absolument pas de championnat, que tu gagnes ton match contre le 2e du championnat avec 20-25 buts d'écart et que dans le même temps, tu arrives toujours pas, quasiment à performer en Europe. Donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que Lille aurait pas intérêt aussi à réduire, d'enlever 4-5 joueuses étrangères sur 10 et puis, bah, de prendre 5 françaises et je pense que ça serait, enfin, en tout cas, le polo français n'y perdrait pas et je trouvais ça un petit peu bizarre. Il y a pas ça en Espagne, il y a pas ça en Hongrie, que pourquoi il y aurait ça chez nous? Et je pense pas que ce soit la bonne recette. Mais c'est mon avis. Après, je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. On parle de pays de water polo où la culture est différente, où le niveau des filles, quand elles arrivent à 17 ans ou 20 ans, il est tout autre. Donc, c'est complètement différent et c'est difficile de comparer, d'autres championnats avec le nôtre. On a vraiment un truc atypique, chez nous dans l'organisation du championnat féminin. J'aurais pas forcément de jugement à avoir par rapport à ça. Je pense que chaque club, fait la politique sportive qu'il souhaite. Et évidemment, il y a parfois ça peut, apporter des problèmes, au développement des équipes de France. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire je dis pas que c'est pas le cas. Je dis pas que c'est le cas non plus. Mais admettons, imagine, on a 5 clubs, de water polo féminin qui n'ont que des Françaises dans leur club, mais qui s'entraînent 2 fois par semaine et ils proposent pas plus que 2 entraînements par semaine. Est-ce que ça, c'est pas aussi, préjudiciable au développement des équipes de France? Oui, vu comme ça, je te rejoins et oui, oui, évidemment. Mais à nous de faire en sorte quand même que les conditions d'entraînement qui sont proposées aux étrangères pour s'entraîner 2 fois par jour, donc je sais pas, 8-9 fois par semaine, qu'on puisse proposer ces conditions-là aux Françaises. Après, je suis d'accord avec toi, si elles ne le veulent pas, si elles veulent pas s'entraîner de ça, tu pourras toujours faire ce que tu veux, tu y arriveras pas. Mais je pense quand même qu'il y a moyen de trouver un petit socle de joueuses qui ont envie de bosser et qui ont envie de s'entraîner et de progresser, plutôt que je vois pas un avenir radieux avec ce genre de politique, en tout cas, un avenir radieux au niveau des équipes nationales. Mais bon, on a connu ça, hein, Christophe, avec, Nice où tu avais je discute souvent avec Vincent Denardi où, il était, quasiment le seul Français, avec Aurélien Cousin quand il y a eu la légion de Slovaques et de Hollandais, et en fait, le problème, c'est que tu alimentes un championnat avec des étrangers qui jouent et toi, tu joues plus. Des étrangers que tu vas rencontrer après en équipe nationale avec lesquels tu te challenges, hein, parce que c'était du niveau de la France, la Slovaquie, la Hollande et cetera et puis, en fait, qui te battent parce que tu fais progresser leurs joueurs et les tiens, ils jouent plus. Donc je suis pas sûr que ce soit le bon en tout cas, c'était pas le bon chemin pour les garçons, je pense et je reste persuadé que c'est pas le bon chemin non plus, pour les filles. On a discuté avec Yann Clay, qui nous parlait de la masse. Alors je veux bien qu'on peut pas comparer la masse de ces pays-là, mais si tu as plus de masse du tout, tu pourras pas développer quoi que ce soit, hein, je pense. Est-ce que tu penses que le projet mulhousien qui s'est arrêté net a des chances de renaître de ses cendres? Pour avoir vécu, ça de l'intérieur, Ludovic de Bavière a quitté la présidence en novembre 2024. Il y a un nouveau comité directeur, un nouveau président avec, des choix différents d'organisation et de fonctionnement. Je pense que là, pour l'instant, ils sont plutôt sur une, réorganisation et un fonctionnement, à leur manière et ils essaient de se stabiliser dans ce fonctionnement, de développer les garçons et de les maintenir à un niveau pour l'instant, d'un top 4, de N1. D'essayer de construire, une formation chez les jeunes et de garder un niveau minimum chez les jeunes et je ne crois pas que pour l'instant ce soit dans dans leurs objectifs. Lucas, là, on a eu la montée donc de Douai et de Bordeaux en élite, donc les 2 clubs contrastés les 2 premières places.
Monaco, donc on a acté déjà le départ du petit Matteo Agrefilo à Montpellier. On parle de certains départs aussi, Dario Danowski et tout ça. Donc, ils ont fini troisième. Je ne sais pas si Florian Paillon continuera, mais bon, bref. Donc, ils vont être aussi un petit peu plus en difficulté qu'ils ne l'ont été cette année. Et le quatrième donc, du championnat l'année dernière, c'était Mulhouse, chez les garçons. Est-ce que donc vous allez avoir pas une étiquette de favori, mais pas loin quand même. Est-ce que si la montée se présente, alors maintenant il n'y a plus les contraintes des bassins, mais vous aviez déjà le bassin. Est-ce que si la montée se présente, tu penses que le club l'acceptera et le club est armé pour pouvoir au moins postuler dans cette division-là? De par mon expérience, je pense que c'est peut-être trop tôt. Sportivement, ils vont peut-être y arriver à terminer dans le top 2. Les joueurs ont quand même de la qualité. Nicolas Giuseppi a une expérience et il peut apporter vraiment un plus aussi. Maintenant, je ne sais pas quelle va être la volonté du comité directeur et de la présidence. Il va falloir aussi trouver des soutiens autres que publics. Comme ça, depuis plusieurs podcasts, vous en parlez également. Aujourd'hui, il faut aussi aller se tourner vers le privé et trouver des solutions pour attirer des sponsors privés. Donc voilà, je crois pas que pour l'instant, il soit à même de s'organiser en un an pour avoir assez de sponsoring et être solide en élite. En tant qu'entraîneur national, tu cherches forcément la quintessence de ton équipe et d'avoir la meilleure équipe pour performer le mieux possible. Mais quel regard tu portes sur le water polo français? Bon, on en a un petit peu dit quelque chose là, mais dans son ensemble, justement, que ça soit sur les garçons où on a eu un championnat à 8, donc on en a parlé plusieurs fois, 2 clubs plus un troisième, on va dire, là, à Randulam, je vais le dire comme ça, c'est ce qui me vient. Et du coup, l'année prochaine, on aura un championnat à 9 au niveau masculin. Sur le championnat féminin, on a un championnat à 8, une N1 qui est souvent composée de deuxième équipe des clubs qui jouent déjà en élite féminin. Comment tu vois cet avenir du water polo français? On avait cette embellie, et ce qu'on croyait, et ce qu'on a évoqué aussi plusieurs fois sur ces jeux, les jeux qui ont eu lieu. Bon, maintenant, on voit que le sport français, même dans son ensemble, est particulièrement touché. Donc, le water polo, on est un petit sport, mais comment tu vois un peu les choses? Moi, je suis pas trop pessimiste. En fait, on avait un fonctionnement pendant des années sur des développements dans les clubs, sur les jeunes, des championnats avec différentes formules chez les jeunes, des formules chez les N1 élites qui sont passées de N1 à N1B, ensuite élite, ensuite N1, des N1 à deux poules. Il y a eu plein de formules différentes. Et à chaque fois, on a réussi à progresser au niveau des équipes nationales. Avant tout, à mon sens, parce qu'il y a eu des centres nationaux. Maintenant, on a eu les JO. Il s'est passé plusieurs saisons où on a rêvé et attendu les JO. Et on a rêvé qu'après les JO, on aurait un gros plus après les JO de Paris. Et à mon sens, là, on revient simplement à la réalité d'avant les JO. On revient à un fonctionnement où tout le monde va continuer à travailler, tout le monde va essayer de se challenger chez les jeunes, tout le monde va se challenger dans les équipes, dans les championnats de N1, d'élite garçons, d'élite filles. Il ne tient encore qu'à la fédération et au club de continuer à garder la tête haute, travailler, essayer de trouver des solutions pour avancer, comme ça l'était il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, avant de savoir qu'on avait les JO à Paris. Aussi, je voudrais aborder, donc on arrive bientôt à la fin de l'épisode. On avait abordé ça avec Yann Clé dans quelques autres épisodes. Quel est aussi ton regard sur ces changements de règles et les nouvelles règles qui vont être appliquées, puisque c'est une des premières compétitions internationales aussi où on aura les nouvelles règles. Voilà, qu'est-ce que tu penses tous ces changements? Je comprends la volonté de vouloir changer les règles pour qu'on soit plus attractif. J'avais pu avoir une discussion à un moment donné avec un des responsables de Water Polo Développement qui m'expliquait que dans leur vision, ils essayaient d'amener le water polo à un sport qui ressemblerait peut-être au basket, avec beaucoup de rotation, beaucoup de dynamisme, peu de contact et favoriser le jeu d'attaque. Je ne sais pas si c'est la solution.
ça va peut-être dénaturer la base du water polo, ou alors ça va peut-être faire que ceux qui ont toujours vécu le water polo d'une manière, ils vont avoir du mal à s'approprier la nouvelle manière de jouer. Je sais pas, je suis prêt à m'adapter et à mon sens, le développement du water polo va surtout être dû à la communication qu'on peut avoir au niveau international et au niveau public. C'est le plus important. L'image que nos garçons ont donnée pendant les JO sur les différents plateaux télé était vraiment très positive. C'est vraiment l'exemple de ce qu'on doit avoir et essayer de trouver le moyen d'avoir encore cette communication du même genre pour se développer et faire parler de nous. Je pense que le water polo, il va passer par là. Lucas, on va être focus et j'espère que tout le monde suivra ça le 11 juillet pour ce fameux match qui sera quand même un match décisif contre la Grande-Bretagne. Comme tu l'as bien rappelé, on peut penser quand même que la France battra l'Afrique du Sud, mais effectivement, en finissant 3e de la poule, croisera avec 1 et 2 de l'autre côté qui sera donc la Hongrie ou la Grèce, donc un truc compliqué. Donc il faut battre les Anglaises pour pouvoir croiser avec le Japon et la Croatie et vous avez 2 gros matchs à gagner. Donc les Anglaises et les Croates ou les Japonaises pour rentrer dans un top 8 mondial qui serait une continuité de ce que la France a fait au JO. Donc on est à fond derrière vous, puis en espérant que vous ferez briller très haut les couleurs françaises. Merci beaucoup. Ça va être difficile avec cette équipe jeune qui a les crocs au cœur en vie et qui reste quand même à un niveau qui est propre à son âge. Mais elle bénéficie encore des restes qu'elles ont pu avoir sur l'INSEP cette année et tout ce qu'elles ont pu apprendre cette année. Donc on va essayer de profiter de ça et de travailler sur ça. Mais on vous souhaite bon courage dans ce championnat du monde et on espère, pourquoi pas vous retrouver et te réinviter éventuellement pour évoquer, on l'espère, ce top 8. Merci beaucoup. On est à la fin de cet épisode et on a pour habitude de finir ces interviews en demandant à notre invité qui il aimerait bien entendre à sa place pour un prochain épisode. Pour le water polo féminin, je dirais Louise Guillet. Je pense qu'elle peut amener et parler de son parcours incroyable en tant que joueuse. Autrement, pour le water polo masculin ou même le water polo en général, j'aurais pu vous dire Yanis Yanoris, qui peut apporter son expérience et qui parle très bien français et qui, à mon avis, sera très ouvert à échanger avec vous. J'avais pensé également à Renato Zivkovic, qui est maintenant dans les hautes instances de la Fédé croate et qui a pu connaître championnat de France et championnat croate. Des propositions. Écoute, je connais bien Renato et je l'ai vu encore à Malte pour le Final Four. Yanis a été mon entraîneur à Marseille, donc on est toujours en contact et c'est quelqu'un d'extrêmement extrêmement compétent. Bref. On espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un dernier épisode avant une coupure pour l'été et on se retrouvera à la rentrée pour une nouvelle saison. Merci, à bientôt, au revoir. Ciao, merci. Au revoir. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.